À Gao, des travailleurs de l'hôpital protestent contre les délestages. Lors d'un sitting, ils ont dénoncé leurs conditions de travail. Zoom sur les missions des Nations Unies à travers le monde, un dossier de la rédaction. Vladimir Poutine est arrivé à Pékin en Chine ce mardi. Il est l'invité principal d'un sommet multilatéral. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue aux informations. Dans un communiqué publié hier, la MINUSMA a annoncé qu'elle avait commencé à retirer ses troupes des camps du nord de la région de Kidal, en commençant par les bases de Tessalit et Aguelok, et que ceci sera suivi par le camp de Kidal lui-même. Cela intervient dans la matinée alors qu'un avion de l'armée malienne a essuyé à l'atterrissage à Tessalit des tirs attribués aux rebelles séparatistes. La MINUSMA a cité ces accrochages comme illustrant la détérioration rapide des conditions de sécurité pour la vie de centaines de soldats de la paix, indiquant que le personnel de la mission a été contraint de chercher abri dans les bunkers en raison de ces échanges de tirs à Tessalit. La mission a dit tout faire pour achever son retrait dès que possible, y compris si nécessaire, en accélérant son retrait du camp de Kidal, prévu à l'origine pour la mi-novembre. Nous continuons à parler des missions de maintien de la paix. Depuis 1948, l'ONU en a effectué plusieurs à travers le monde avec des résultats mitigés pour la plupart. Les missions de maintien de paix entre polémique et inefficacité, un dossier signé Aminata Keïta. Les opérations de maintien de la paix des Nations Unies aident les pays touchés par les conflits à créer les conditions du retour à la paix. Elles ont commencé en 1948 lorsque le Conseil de sécurité a autorisé le déploiement d'observateurs militaires au Moyen-Orient pour surveiller l'application de l'accord d'armistice entre Israël et ses voisins arabes. Depuis lors, l'ONU a déployé 70 missions de maintien de paix, dont 57 depuis 1988. Cependant, beaucoup de missions de l'ONU ne se sont pas bien terminées et ont souffert de nombreuses polémiques. Il y a 15 ans, l'ONU déployait la mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti, MINUSTAH, une opération de maintien de la paix établie par le Conseil de sécurité pour soutenir la stabilité du pays ayant connu plusieurs crises politiques successives. Cette mission a été entachée par des problèmes politiques, mais aussi et surtout des cas d'abus sexuels ou encore le choléra apporté par des casques bleus en Haïti. L'épidémie a causé la mort de 10 000 personnes. Douloureux souvenir pour des Haïtiens qui, même faisant face à la violence des gangs, ont manifesté en 2022 contre l'idée d'une nouvelle force onusienne pour enrayer l'insécurité. En Afrique, les contingents de l'ONU ont été plusieurs fois accusés de nourrir la prostitution, l'exploitation et des abus sexuels sur de jeunes hommes ou filles locaux autour de leur base. En Centrafrique, des casques bleus de la mission de l'ONU créée en 2014 ont été accusés de contrebande d'or et de diamants. Et en juin dernier, la Tanzanie a annoncé le rapatriement total d'une unité militaire de 60 membres après avoir été accusée d'exploitation et d'abus sexuels visant 11 d'entre eux. En République démocratique du Congo également, des casques bleus de la MONUSCO sont soupçonnés d'avoir entretenu un système de prostitution massive devant leur base. Le 1er octobre dernier, 8 casques bleus déployés à Beni dans l'est de la RDC ont été appréhendés par la police militaire de la MONUSCO pour avoir directement enfreint le couvre-feu et d'autres règlements relatifs à l'exploitation et aux abus sexuels. Ces soldats ont par la suite été retirés de la MONUSCO et rappelés chez eux en Afrique du Sud où ils devront répondre de leurs actes. Le gouvernement de la RDC a aussi demandé le départ accéléré de la mission d'ici décembre, l'accusant de ne pas être parvenu à mettre fin aux violences des groupes armés après 25 ans de présence. Au Mali, le problème est plutôt d'ordre sécuritaire et politique. La mission onusienne est qualifiée d'échec après 10 années de présence. L'ensemble du contingent de la mission doit se retirer du pays au plus tard le 31 décembre 2023 à la demande des autorités sur fond de tension avec la mission, mais aussi les groupes armés terroristes. À Gao, l'électricité pose problème. Ce lundi 16 octobre, les travailleurs de l'hôpital de Gao ont entamé un sitting pour dénoncer la condition de travail difficile avec le délestage. Écoutons. Cette manifestation a été décidée suite à une assemblée générale organisée par l'ensemble des travailleurs de l'hôpital concernant la problématique de l'électricité à l'hôpital. Le problème d'électricité a commencé à l'hôpital depuis février 2023 et depuis cela on est confronté à des délaissages
4 heures de temps dans la journée. Jusqu'à aujourd'hui, là où on est à des délaisages de plus de 16 heures de temps dans la journée. Cela veut dire que l'hôpital est fourni en électricité juste les temps où l'EDEM nous donne l'électricité. Sinon, on est confronté à un problème. Le groupe est là, mais on est confronté à un problème de gasoil. Le gasoil vient en compte-gouttes. Aujourd'hui, on a l'électricité, demain, on n'a pas l'électricité. Et difficilement, les gens travaillent. Parce que tu es obligé de faire tes consultations rapidement avant que le courant ne se coupe à midi. Et à partir de midi, tu travailles dans l'obscurité et dans la chaleur. Voilà, c'est difficile pour un agent de santé, un médecin, de réfléchir avec le stress de la chaleur et tout ce qui s'ensuit. Bon, nous avons bénéficié des soutiens de l'ensemble de la population de Gawa, en particulier les opérateurs économiques, qui nous ont quand même fourni des dons, et des particuliers qui ont voulu vraiment aider l'hôpital. Mais c'est là vraiment, et les CICR aussi qui fournissent une aide en ce qui concerne les gasoils. Et vu que les difficultés sont là, ils ont décidé même de nous donner un générateur de 64 caviar, mais qui ne règle pas le problème. Parce qu'on a constaté que le problème de l'hôpital, ce n'est pas seulement les gasoils. Même si on a des milliers et des milliers de barriques de gasoil, ça va finir un jour. Mais l'hôpital a besoin d'électricité 24 heures sur 24. Les travailleurs prévoient donc une marche pacifique si leurs revendications ne sont pas prises en compte d'ici le vendredi prochain. L'Institut national de formation des travailleurs sociaux est un établissement public chargé de la formation académique des agents de développement. Autrefois appelé Centre national de développement communautaire, il a été érigé en institut à partir de 2002 et dispose désormais de divers cycles de formation. Zoom sur cet établissement avec Soumaïla Fani dans le Focus Éducation de ce mardi. Depuis 2002, l'Institut national de formation des travailleurs sociaux est la structure officielle de l'État pour la formation initiale et continue, mais aussi du perfectionnement et du recyclage des personnels dans le domaine du travail social ainsi que la recherche appliquée en travail social. Dans cette mission, il élabore et met en œuvre les programmes de formation relatifs à la promotion du genre, de la femme et à la protection sociale. Ce sont des agents du développement, des agents attachés à la prise en charge individuelle ou collective des populations. Populations en situation de crise ou populations déplacées, populations victimes d'événements ou autres. Parce que nous formons des cadres ici, hommes et femmes, pour aller vers la diminution de la précarité, pour aller juguler les différents problèmes sociaux que les populations maliennes peuvent rencontrer. Accessible sur concours pour les détenteurs du bac et sur test pour les professionnels, l'Institut propose plusieurs types de formations. Nous avons des formations d'UIT, diplôme universitaire de technologie, et nous avons des formations licence professionnelle LP, avec plusieurs options. Nous avons aussi, à partir de 2021, un master en travail social. C'est un institut où l'accent est mis sur la formation de proximité. Nos étudiants doivent aller dans les zones rurales les plus éloignées de la République si possible pour appréhender les problèmes des populations, aider les populations à construire, à élaborer des projets viables de développement. Avec un corps professoral composé de praticiens d'entreprise, d'experts et de consultants du secteur, l'INFTS est très prisé compte tenu de son accès facile d'employabilité et est confronté aujourd'hui à d'énormes difficultés infrastructurelles. En bref, dans le cadre des préparatifs de la CAN Côte d'Ivoire 2023, le Mali a affronté ce mardi 17 octobre l'Arabie Saoudite en amical au Portugal. Pour cette deuxième rencontre de rang en ce mois d'octobre, après la victoire du vendredi passé sur l'Ouganda 1-0, les Aigles du Mali se sont imposés sur le score de 3-1 contre l'Arabie Saoudite grâce à des buts de Moussa Doumbia, d'Amari Traoré Kapi et de Lassine Sinayoko. 6 soldats et 31 terroristes ont été tués dans des combats dimanche et lundi dans la zone de Terra, dans l'ouest du Niger, près du Burkina Faso, a indiqué mardi le ministère nigérien de la Défense dans un communiqué transmis à l'AFP. Les forces de défense et de sécurité de l'opération NIA, en mission de ratissage,
ont eu une série d'accrochages avec des éléments terroristes dans la zone de l'Emdou, à 50 km au nord-ouest de Tera, explique le ministère qui précise que 18 autres personnes ont été blessées côté Ami, tous évacués à Niamey. Les combats ont eu lieu spécifiquement dans la région de Tillabéri, en pleine zone dite des 3 frontières entre le Niger, le Burkina Faso et le Mali, devenu un repère pour les terroristes du JNIM et de l'IGS. Direction la Chine. Ce mardi 17 octobre, le président russe Vladimir Poutine est arrivé à Pékin où il doit rencontrer son homologue et allié Xi Jinping à l'occasion d'un grand sommet multilatéral. Boubacar SM Maïga. La Chine accueille jusqu'à mercredi les représentants de quelques 130 pays pour le forum des nouvelles routes de la soie, appelé officiellement la ceinture et la route. Invité de premier plan, c'est l'occasion pour Vladimir Poutine d'effectuer son premier déplacement dans une grande puissance mondiale depuis l'invasion de l'Ukraine en février 2022, qui a contribué à isoler la Russie de nombreux autres pays. Après le Kyrgyzstan, c'est son deuxième voyage à l'étranger depuis le mandat d'arrêt lancé en mars contre lui par la Cour pénale internationale, dont la Chine n'est pas membre. Le président russe doit s'entretenir mercredi avec Xi Jinping, a indiqué Moscou, au moment où la guerre fait rage entre Israël et le Hamas. Les deux hommes discuteront de manière amicale et franche des problèmes urgents de la coopération pratique bilatérale et de l'ordre du jour international, a expliqué le Kremlin. Les pays occidentaux se sont majoritairement ralliés à Israël depuis le 7 octobre, date à laquelle des combattants du Hamas ont franchi la frontière entre la bande de Gaza et l'État hébreu, massacrant plus de 1400 personnes, la plupart des civils. Pékin va envoyer cette semaine dans la région son émissaire pour le Moyen-Orient, qui va plaider en faveur d'un cessez-le-feu et de pourparlers de paix. La Russie, qui entretient traditionnellement de bonnes relations avec les autorités israéliennes et palestiniennes, a également appelé à un cessez-le-feu immédiat dans le conflit. Le Forum des nouvelles routes de la soie offre une occasion à Vladimir Poutine et Xi Jinping de réaffirmer leur entente et de resserrer les liens déjà très bons. Sergei Lavrov a remercié la Chine d'avoir fait de Vladimir Poutine le principal invité du forum. En retour, son homologue Wang Yi a affirmé que la Chine appréciait le soutien russe à son initiative des nouvelles routes de la soie. En mars dernier, Vladimir Poutine avait reçu Xi Jinping en Russie et ceux-ci avaient déjà affiché leur entente, prônant un renforcement de la coopération économique et militaire pour contrer ce qu'ils présentent comme l'hégémonie américaine. C'est ce qui referme ce 1945. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain, même heure, même plateau. Bonsoir à tous.